Mesdames et messieurs, merci de toujours prendre le rendez-vous de votre émission Ma part de vérité sur Gulf TV Africa. C'est désormais un fait. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 est terminée. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs qui portent le duo Talon-Talata victorieux. Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabi Talata auront ainsi la lourde tâche de gérer le pays pendant les 5 prochaines années. Le 23 mai, très exactement, le président ainsi que sa vice-présidente prêteront serment. Mariam Tchabi Talata deviendra ainsi la première femme à avoir occupé le poste de vice-présidente au Bénin. Toujours dans la même veine, des élections du 11 avril, nous nous intéresserons aujourd'hui au processus électoral qui s'est achevé avec la réélection du président Talon à la tête du pays. Et avec moi sur ce plateau pour en parler, un invité qui est un féru de la politique béninoise. Il s'agit bien sûr de Jacques Ayadji. Il est le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Jacques Ayadji, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, c'est un plaisir de revenir ici, m'adresser au peuple béninois. Merci. Donc nous allons entrer tout de suite dans le vif du scrutin. Quelle est votre impression générale sur la tenue du scrutin? Merci. D'abord, mes premiers mots iront au président Patrice Talon et à sa colistière. Et ce seraient des mots de félicitations pour cette brillante victoire que ce duo a pu avoir à l'issue de ce scrutin difficile pour le pays béninois. Donc, félicitations, Monsieur le Président. Félicitations, Madame la Vice-Présidente. Et rendez-vous à Porto-Novo le 23 mai pour la prestation de serment pour un nouveau quinquennat de 5 ans. Les impressions du parti Moël Bénin sont globalement bonnes pour ce processus qui vient de s'achever, même si il y a d'autres voix dissonantes que nous respectons dans le pays. Nous sommes satisfaits parce que avoir au début du processus une vingtaine de candidatures, ça veut dire quand même que ce processus a fait l'unanimité de toute la classe politique et tout le monde voulait y participer. Sinon, nous n'aurions pas eu 20 candidats de tous les bords politiques du pays. Même si à l'arrivée, certaines candidatures ont été recalées, rejetées pour certaines insuffisances. Et ce ne serait pas une première au Bénin que des dossiers de candidature de candidats à une élection soient rejetés. Je suis bien placé en tant que président de Moël Bénin pour en parler, parce que ça fait 2 fois que notre parti, bien qu'étant un parti de la majorité présidentielle, a souhaité aller aux élections, s'est apprêté pour, et à l'arrivée n'a pas pu y aller. Ce n'est pas pour autant que nous allons dire que nous n'avons pas participé à ces élections-là. Donc nos impressions sont bonnes, tout le monde y a participé. C'est vrai qu'à mi-parcours, il y avait 20, comment on appelle, prétendants, 3 élus intermédiaires, et finalement, comme le président Boni Yahi l'a dit, comme il ne s'agit pas d'un banc présidentiel, ce n'est qu'un fauteuil présidentiel, et qu'à l'arrivée, nous recherchions seulement un duo élu. Nous avons ce duo-là, qui est heureusement le duo qui a eu le soutien de Moël Bénin, le duo qui a été, comment on appelle, engendré par Moël Bénin, parce que nous n'allons pas le rappeler assez, que le 9 août 2020, au mois où personne n'y pensait, nous avions dit qu'il ne fallait pas que la dynamique, en tant que parti politique bien entendu, parce qu'il faut aussi être honnête à tout point de vue pour reconnaître qu'avant Moël Bénin, il y avait certains mouvements politiques qui commençaient déjà par réclamer que la dynamique ne s'arrête pas en si bon chemin. Mais en tant que formation politique régulièrement constituée au Bénin, nous avons été les premiers le 9 août 2020 au Golden Tulip à souhaiter et à désigner même le président Patrice Talon comme notre candidat. Donc nous sommes tout heureux que l'issue
de ce scrutin soit couronné par la victoire du duo porté par le président Patrice Talon. Ok, donc dites-nous un peu, que dites-vous de son organisation pratique, de l'organisation pratique du scrutin présidentiel? Ben, c'est une organisation parfaite. Parce qu'il y avait des gens qui avaient fait feu de tout bois pour que ces élections n'aient pas lieu, pour que nous tombons dans un vide juridique. Si la Sénat n'avait pas pris des dispositions pour faire face à toutes ces éventualités, peut-être que nous serions en train de parler d'autre chose. Donc, après avoir félicité le président Patrice Talon, le président élu Patrice Talon et sa colistière, Madame Tiabi Talata, il faut féliciter la Commission électorale nationale autonome pour cette organisation réussie, cette organisation parfaite du scrutin. Voilà ce que je peux dire. Une fois encore, l'ensemble du territoire n'a pas voté. Quel regard portez-vous sur cela? Ben, c'est le souhait de certaines personnes dans le pays, de certaines sensibilités politiques dans le pays, de certaines formations politiques, de certaines personnalités politiques du Bénin qui ont voulu en découdre avec le drapeau national, qui ont voulu en découdre avec l'idéal national et qui ont fait feu de tout bois pour faire la partition du pays et pour armer des étrangers au pays démocratique sérieux. Donc si certaines populations, bien qu'ayant la volonté d'aller exprimer leur devoir civique, n'ont pas pu le faire, c'est vraiment c'est la planification de ces personnes-là qui disaient, comment on appelle, en toute illégalité, que le 5 avril ou le 6 avril, c'est 6 avril, qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Donc, je ne suis pas la personne la mieux placée pour présenter les excuses à ces populations-là qui ont été empêchées de voter. Mais voilà ce qui s'est passé. Le pire a été évité parce que ce qui avait été planifié par ces personnes-là, si ils avaient eu la bénédiction du ciel, on ne sera pas là où nous serons aujourd'hui. Parce qu'ils auraient envahi tout le pays. Parce que vous savez que, non contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait dans les zones que vous savez, ils ont convoyé des gens à Bomé-Kakalavi et à Cotonou pour que, à l'aube du 6 avril, que ces personnes-là se mettent à semer le désordre dans le pays pour empêcher la tenue du scrutin sur toute l'étendue du territoire national. Heureusement pour le Bénin, le ciel n'a pas béni leur intention. Voilà, nous l'avons dit tout à l'heure, vous êtes le président de Mouel Bénin. Et hier, justement, nous savions que Mouel Bénin a effectué une sortie dans la commune de présidentielle. Pourquoi maintenant? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben, lorsque vous êtes une organisation structurée comme Mouel Bénin, quand on planifie une activité et qu'on l'exécute, il faut faire ce que nous appelons dans le jargon technique le débriefing, pour voir ce qui a marché. D'abord pour faire l'état des lieux, de la mise en œuvre du chronogramme que nous avons mis en place pour cette activité-là, voir ce qui a été exécuté, ce qui n'a pas été exécuté, pourquoi ce qui n'a pas été exécuté ne l'a pas été, les difficultés rencontrées. Et tout ça, c'est pour se bonifier. C'est pour faire en sorte que, pour faire le même exercice ultérieurement, qu'on tienne compte c'est une capitale d'expérience lorsque vous faites quelque chose. Même cette émission, je sais que si on finit, vous devez avoir une démarche qualité pour débriefer. De toute façon, au niveau de Mouel Bénin, je suis suivi par le bureau politique et par l'ensemble des militantes et des militants de Mouel. Et nous allons débriefer l'émission pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment j'ai répondu à vos questions, est-ce que tout a été parfait, ce qui n'a pas été parfait. Tout ça c'est dit, c'est mentionné pour que, à la prochaine émission, que je me comporte encore mieux et que même si ce n'est pas moi qui suis l'invité, que l'invité tienne compte des faux pas éventuels que moi j'aurais eu pour
mieux se préparer pour l'émission. Donc ce n'est que ça que nous sommes allés faire à Taoibosito hier, et pour voir comment Moël Bénin a participé à l'élection pour les fois à venir, pour mieux faire encore, comment on appelle, la prochaine fois. C'est vrai que nous avons profité de l'occasion pour prendre quelques décisions, notamment l'exclusion d'un de nos camarades, Andoche Améissé, la mise en place, sinon le lancement du concept 2023, c'est maintenant, avec l'installation officielle du comité de préparation et dossier de candidature du parti aux élections de 2023 à venir. On a pris une motion de félicitations au duo de candidats élus, Patrick Talon et Kaby Talata, et puis une motion également de félicitations aux forces de défense et de sécurité qui ont, de façon héroïque, sauvé la République, sauvé l'ordre constitutionnel. Voilà un peu ce que nous avons fait. C'est vrai que les gens font la confusion de cette exclusion avec la récente réaction de notre ex-militant par rapport à la sortie du directeur de communication de la présidence du RFI. Il n'y a pas de lien, parce que la décision d'exclure le camarade, l'ex-camarade Andoche Améissé date de quelques semaines déjà, parce que après la désignation du candidat de Moël Bénin à laquelle il a pris part, après comment on appelle l'installation des coordinations communales qui font office de coordination communale de campagne auquel il a pris part activement, nous avons constaté certains écrits, certaines prises de position publiques sur les réseaux sociaux de l'intéressé. Et puis bon, on avons dit qu'on ne peut pas continuer par collaborer avec lui, parce que, vous savez, dans mon discours hier d'ouverture des activités de Tori, j'ai quand même parlé d'une définition que je tiens de Georges Trudeau par rapport à un parti politique qui est constitué d'un groupe d'individus qui partagent les mêmes vues et qui s'efforcent à, comment on appelle, à les faire prévaloir en y ralliant plus de monde et le pouvoir. Donc si un parti politique est défini comme un groupement d'individus, un groupe d'individus partageant la même vue, on ne peut pas accepter que pendant que Moël Bénin soit le premier parti à désigner Patrick Talon comme son candidat, que un de nos militants, pas des moindres, membres du bureau politique national, se mettent sur les réseaux sociaux, se mettent sur la place publique à avoir des critiques acerbes contre cette candidature-là, de sorte à faire en sorte qu'on se demande, mais est-ce que Moël Bénin est un parti organisé? Et bien, comme Moël Bénin est un parti organisé, la décision qui sied en de pareilles circonstances, c'est celle que nous avons prise hier, son exclusion, qui n'est pas du tout liée à sa réaction par rapport à la sortie du DICOM, de la présidence, bien que ce qu'il avait dit pouvait suffire pour l'exclure aussi. Mais nous devons avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas ça. Cette décision de l'exclusion a été actée bien avant la sortie du RFI. Nous n'avons pas voulu le faire en pleine période électorale pour changer d'objectif, parce que nous avons un objectif, faire élire le président Patrick Talon et sa colistière. Donc si on se met donc à créer le buzz par rapport à l'exclusion d'un militant indiscipliné, nous serions détournés de notre trajectoire. Non, nous sommes d'abord allés jusqu'au bout avant de revenir en arrière, faire le point. Et ce point-là mérite que nous sortons de nos rangs Andoche Améissé. C'est ce que nous avons fait. Voilà, donc concrètement, lors du débrief, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de Moël Bénin? Parce que le débrief, comme vous l'avez dit, c'est pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc concrètement, au niveau de Moël Bénin, lors de la campagne présidentielle, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, ce n'est pas destiné au public. Le débriefing que nous avons fait, c'est pour Moël Bénin. Donc nous savons ce qui n'a pas marché. Nous savons ce qui a marché. Nous savons sur quoi nous devons intensifier nos actions. Nous savons là où il faut aussi
rectifier le tir. Donc, souffrez que je ne vous en parle pas, c'est une cuisine interne du parti. Et puis bon, on verra. Vous allez travailler pour que ça s'améliore. Voilà, donc on ne peut pas dire que nous sommes une formation politique parfaite, nous sommes une jeune formation politique qui aura 3 ans pour le public. C'est pour le parti. Quand nous ferons le débriefing de notre émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on n'invitera pas le public. C'est une démarche qualité au niveau du parti qui nous permet donc de nous bonifier au fur et à mesure que nous évoluons dans le pays. N'oubliez pas que le président de la République, le 6 février dernier, à l'occasion de sa visite surprise, a confessé que les responsables, les dirigeants de Moelle Bénin sont des visionnaires. Nous allons travailler donc à incarner, et c'est pourquoi nous fonctionnons comme ça. Merci. Ok, toujours dans la même veine, on a parlé lors de ces élections, on a beaucoup parlé de bourrage d'urnes. En votre qualité, à qui incombe la responsabilité? D'abord, qui sont ceux qui ont parlé de ces bourrages d'urnes-là? Des traqueurs. Bon, c'est pas non de boycott pour demander aux gens de ne pas aller aux élections et vous mettre à dire... c'est des mises en scène mal pensées. Ce que je reproche à cette opposition, c'est une opposition qui n'est pas structurée. Je ne vais pas utiliser aujourd'hui de gros mots. Sinon, j'ai beaucoup de niveaux de la majorité présidentielle. Nous avons un boulevard devant nous. Parce que c'est des gens qui ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés et qui commencent une manifestation pacifique, en griffe, par la vitesse supérieure. Lorsque vous commencez comme ça, on ne s'invite pas sur le champ politique. Je suis convaincu que si les rôles étaient inversés, que nous allons gagner. Si les rôles étaient inversés. La preuve, en 2016, ces rôles étaient bien inversés. Mais pourtant, à l'arrivée, vous connaissez le résultat. Parce que on ne se lève pas pour... Il faut avoir un parcours. Il faut avoir un parcours. Quand le 6 avril, moi j'ai vu dès les premières, comment on appelle, les premières minutes, les gens commençaient par s'en prendre aux édifices publics, commencer par tirer sur... Mais même pas tirer parce que l'armée n'a pas réagi le premier jour. Commencer par sauter le poste de PA de Diro, aller à Sirarou, détruire le siège du bloc républicain, détruire Azek FM, bien dit, ben, mon Dieu, ils ont été formés où? Parce que lorsque vous vous comportez comme ça, vous donnez les moyens au pouvoir de vous réprimer avec la bénédiction de tout le monde entier. À leur place, pourquoi ne pas faire une manifestation très pacifique, très pacifique, pour se faire entendre? Nous ne voulons pas des... Parce que c'est un droit aussi de ne pas vouloir des élections. C'est un droit dans un État démocratique. C'est un droit de dire que, bon, nous, au vu de si, nous ne voulons pas de la tenue des élections. Mais il faut le dire et l'exprimer dans, comment on appelle, dans les règles de l'art. Et dans les règles de l'art, dans un pays démocratique comme le nôtre, ce n'est pas ce qui se fait là. Ce n'est pas s'en prendre lorsque l'armée a dit, bon, écoutez, maintenant, on connaît déjà qui nous avons en face. Nous n'avons pas comment on appelle, des acteurs politiques normaux en face. Nous avons en face la guérilla, nous avons en face des mercenaires, et il faut faire cette réaction-là. Eh bien, ils ont commencé par tirer. Des chasseurs. Et toujours dans cette impréparation, dans cette incompétence, nous avons entendu des personnalités de cette sensibilité politique du Bénin revendiquer, comme on l'appelle, l'agression de la mère républicaine, en
en disant même que, en faisant l'aveu du financement de ces mercenaires-là. Parce que lorsque on dit que je suis en contact avec les chasseurs, et je me rends compte que les moyens leur manquent, et je profite pour lancer une souscription au niveau de la diaspora, pour aller en appui financier à ces gens qui s'attaquent à la République. Et ceci, on le dit de façon publique, ouverte, et sur les réseaux sociaux, à l'occasion d'une réunion en ligne. Je pense que, franchement, il faut que ces gens-là se préparent avant de s'inviter dans l'arène politique, de s'inviter dans le combat politique, parce que ce qui se fait là, ce qui a été fait, est tout sauf un combat démocratique. Tout sauf un combat démocratique. Surtout que vous avez des votes qui sont soupçonnés de financement des activités du genre. Si votre intention est que ces personnes-là soient tirées d'affaire, vous ne pouvez pas de façon publique dire que vous participez au financement et que la première cagnotte que vous avez envoyée est finie. Parce que lorsqu'on dit qu'on est en contact avec eux et qu'ils n'ont plus de moyens, ça veut dire qu'on sait l'origine des premiers moyens dont ils ont disposé. Et que maintenant, puisque ces moyens sont finis, il faut lancer une souscription pour les renforcer. Ce n'est pas bien du tout. Et quand on fait comme ça, on fait tout sauf un combat démocratique. On fait tout sauf la défense de l'ordre constitutionnel. Au contraire, on est en train de s'attaquer à cet ordre constitutionnel et pour avoir brillamment défendu le drapeau national en ces circonstances-là. Justement, on a vu Moël Bénin qui était également au chevet de ces militaires qui ont été blessés. Bien sûr. Voilà, la Cour constitutionnelle et puis la Sénat ont procédé à des réajustements avant la proclamation de ces résultats. C'est des réajustements qui ne se faisaient pas par le passé. Pourquoi, selon vous, cette fois-ci? Qu'est-ce que vous appelez réajustement? Voilà, parce que déjà par le passé, même quand les gens ne votaient pas, on ne touchait pas au nombre d'inscrits. Mais je pense que cette fois-ci, on a retiré ces gens qui n'ont pas voté pour proclamer les résultats. Bon, la question est devenue plus précise parce que lorsque vous dites qu'on n'était pas habitué au réajustement des résultats au niveau donc de la Sénat et de la Cour constitutionnelle, et ma réaction tout de suite, je vais dire, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours eu de redressement des résultats, d'annulation même de scrutin pour des questions que je ne partage pas. Mais cette fois-ci, ce qu'il y a eu et qui n'a jamais eu, vous avez raison du nombre d'inscrits. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ce n'est pas parce que ça ne se faisait pas avant que ce n'était pas opportun de le faire. Lorsque, par exemple, vous savez que même dans notre pays, il y a eu des moments où, dans des circonscriptions données, comme on appelle, qui ont pour circonscription électorale l'ensemble du pays. Je parle des élections législatives, des élections communales, où pour des questions données, on reprenait ces élections dans ces circonscriptions. C'est une autre manière de faire ce qui a été fait là. Parce qu'il a été démontré le 6 avril qu'il n'a pas été possible de voter dans certaines régions. Non pas par la volonté des électeurs. Parce que si la situation était normale et que les urnes avaient été accessibles et que personne ne sortait, ça aussi c'est un droit des populations de décider de ne pas aller voter. Mais ces populations-là ont été visiblement empêchées parce que les gens ont utilisé des moyens un peu, comment on appelle, de semences de la peur. Avec des audios, j'ai entendu des gens parler en fond, en minant, en yoruba, en ceci, en cela, pour demander aux gens de ne pas sortir pour aller voter. Mais ils ont vu que ça ne prend pas. Parce qu'ils ne sont pas en phase avec le peuple. Le peuple qui, tout en étant le panier de la ménagère, observe quand même autour de lui qu'il y a quand même des infrastructures de base qui étaient en cours. Et que pour aller d'un point à l'autre,
ils ont plus de facilité, ce qui leur permet de faire des économies en termes d'entretien de leurs moyens de déplacement, en termes de ceci, en termes de cela. Lorsque les gens ont besoin de quitter un point A pour aller à un point B où se trouve un centre de santé, ils n'ont plus, comme on l'appelle, le risque de mourir en chemin parce qu'il y a ceci, il y a cela. Lorsque les gens sont comment on appelle, des artisans, des hommes de métier et qui ont besoin d'énergie électrique pour faire leurs affaires et que par le passé, avec le délestage, ils n'arrivaient pas à satisfaire leurs clients pour avoir les moyens, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a plein de choses que le peuple observe pour dire, mais nous ne pouvons pas avoir tout ça et vous allez nous demander de ne pas sortir pour aller voter. Donc ces gens-là, après avoir échoué à cette campagne démocratique, parce que lorsque je prends comment on appelle, ma voix et je demande aux gens de ne pas aller voter, ça n'a rien d'antidémocratique. Mais le peuple ne suivait pas. Et donc il faut empêcher physiquement le peuple d'aller. Donc voilà, on a commencé par des territoires, on a pris les unes qu'on a brûlées, on a bloqué, comme on appelle, le chemin, on a fait des barrages pour empêcher la Sénat d'envoyer le matériel électoral à pied d'œuvre. On a fait ci, on a fait ça, on a fait. Donc on a vu que dans certaines circonscriptions électorales, les gens n'étaient pas en capacité d'aller voter malgré leur, comment on appelle, bonne volonté. Leur volonté d'aller voter. Donc je suis sûr que si ces points étaient nombreux et qui pouvaient agir sur les résultats, les institutions en charge des élections auraient décidé peut-être de faire reprendre ces élections dans ces, comment on appelle, dans ces circonscriptions-là pour ne pas modifier le nombre d'inscrits. Mais on a vu que même si on le faisait, le pourcentage n'était pas de nature à influencer les résultats du scrutin. Donc on a dit, bon, il faut les neutraliser. Je crois que c'est une très bonne approche et qui indique bien ce qui s'est passé. Sinon, si on avait dit, bon, les gens, on sait que les gens n'ont pas voté, comme on a pu le faire, et puis on maintient quand même le dénominateur, qui est le nombre d'inscrits, le résultat que ça va sortir ne va pas refléter ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je dis, je félicite la Cour constitutionnelle, parce que ce n'est pas la Sénat qui a décidé de neutraliser ces zones. C'est sur décision de la Cour constitutionnelle que la Sénat a été obligée donc de sortir ces inscrits-là, du nombre total des inscrits. Et ça ne fait que donner l'occasion au peuple béninois, à l'opinion nationale et internationale, d'avoir la vraie physionomie, la vraie photo de ce qui s'est passé le 11 avril 2021. Ok, monsieur Adjadji, voilà, c'était votre réponse sur cet état de choses. À part ça, il y a certaines personnes qu'on a entendu dire que c'était une volonté manifeste, un peu pour dire que, ben, ok, ils n'ont pas pu voter, mais malgré leur absence, le pays continuera, la République continuera d'évoluer. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Au contraire, ces personnes doivent être fières. Parce que la Cour constitutionnelle, en décidant de ne pas tenir compte, comme on appelle, de ces inscrits-là pour le décompte des résultats, je crois que la Cour a décidé de défendre ces populations-là. Parce que ce n'est pas de leur propre gré qui n'ont pas été aux élections. Si on dit par exemple, je prends Tchaourou comme exemple au hasard, et on dit nombre d'inscrits 100, nombre de votants 0, c'est comme si, eh bien, les 100 personnes avaient la possibilité, la liberté d'aller voter et ont décidé de ne pas y aller. L'interprétation, c'est autre chose. L'interprétation, c'est autre chose. Mais la Cour a dit, ben écoutez, ces gens-là, on ne leur a pas permis d'aller voter. C'est comme les examens scolaires que nous faisons là. Ben, lorsque vous êtes malade, on vous permet de revenir. Moi, je peux aussi donner un exemple. Quand j'allais
au bac, c'est pas... Il y a eu une situation où certains... En 90, moi j'étais au centre, je crois que c'est CSP, où les candidats de la série C devraient composer. Et puis il y a certains élèves qui me regardent peut-être, qui de toutes les façons ne pouvaient pas réussir au bac, quelle que soit l'épreuve comment on appelle, qu'on a, mais qui se sont réfugiés sur une petite histoire. On dit oui, bon, on n'a pas vu les coniques, et qu'on a donné conique, comment on appelle, au bac, et ils ont créé la débandade. Ils ont fait sortir les étudiants, enfin pas étudiants, les candidats, et puis donc l'épreuve de mathématiques n'a pas eu lieu au CSP, et comment on appelle ce moment-là. Alors qu'il suffisait pour ceux qui avaient leur place dans les salles de composition de faire face à l'épreuve en ne passant pas au conique et de traiter l'épreuve. Mais ces gens-là, ils ont fait, eh bien, est-ce que le gouvernement à l'époque allait dire bon, donne 0 à tout le monde, sachant que il y avait des gens dans la salle comme moi qui étaient prêts à voter, enfin pas à voter, à composer. À composer. Je crois que c'est le ministre Paulin Moutonji qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Ils ont décidé de faire reprendre, comme on l'appelle. Donc c'est une manière de ne pas tenir compte des élèves de ce centre-là dans le taux de, enfin un nombre des inscrits. C'est une manière parallèle, une manière responsable de savoir que bon, il y a dans ce centre de composition-là, eh bien, des gens qui n'étaient pas dans le mouvement. Parce que si on avait fait ça, si on avait sanctionné tout le monde, donné 0 à tout le monde pour dire que je n'aurais pas eu le bac en cette année-là. Donc voilà, donc la Cour constitutionnelle, je pense que a fait justice à ces populations-là qui, on n'a pas la preuve que l'entièreté de ces populations ne voulaient pas aller voter. La preuve, moi, le Bénin est bien installé à Tchao. Notre coordonnateur communal a été molesté, blessé. Il est toujours à l'hôpital parce qu'on lui reproche donc d'avoir, je sais pas, des diables comme nous, quoi. Donc voilà, on ne peut pas ne pas faire ce que la Cour a fait. Et je crois que c'est une jurisprudence dont il faut désormais tenir compte pour analyser au cas par cas les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu faute dans telle ou telle circonscription électorale. Voilà, Monsieur Jacques Ayadi, je le rappelle, vous êtes le président du parti Moël Bénin. Nous l'avons rappelé en début d'émission, le 23 mai prochain, le chef de l'État et sa vice-présidente vont prêter serment. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, un peu comme en 2016, ce sera une fête un peu comme ça s'était passé à l'époque, vu que cette fois-ci, il n'y a pas eu l'engouement qu'il y a eu en 2016? Qu'est-ce que vous appelez engouement? Bon, parce que cette fois-ci, bon, peut-être il n'y a pas eu autant de votants, cette fois-ci comparé à 2016, parce que 2016, voilà, tout le monde, la majorité de la population était là, il n'y avait pas autant d'abstention que cette fois-ci. D'abord, il faut... Moi, je dis un certain nombre de choses et qui fait que souvent je ne suis pas compris. Parce que je sors toujours de l'hypocrisie ambiante pour analyser. Parce qu'il faut comparer des choses comparables. D'abord, en 2016, il n'y a pas eu cette vente de la peur. Ah, si vous sortez, on va vous tuer. Ah, il y a des chasseurs qui vont venir du nord et ils sont invisibles. Vous n'allez pas les voir, mais bon, ils vont tirer sur vous. On a vendu tout ça dans toutes les langues. Pourtant, les gens, comment on appelle, sont sortis. Il y a un élément important dont il faut tenir compte. La circulation de l'argent. Okay. La circulation de l'argent. Il y a quelque chose que les politiques appellent le porte-à-porte. Que le président, parce que je suis président d'une formation politique qui a donné, comment on appelle, une consigne de vote. Mais si je peux vous dire,
dans la nuit du samedi, comme on appelle, à dimanche matin, ce que j'ai reçu dans mes oreilles des coordinations départementales, communales et autres de moi le Bénin, mais vous n'allez pas croire. Mais lorsqu'on me dit, ah, président, vous comprenez? C'est-à-dire si on ne sort pas à l'aube du dimanche là, pour aller de hameau à hameau, donner un peu de 200 francs, 500 francs avec du cube, comme on appelle, et du sel, ou bien d'allumettes, ça n'a pas été fait. Et il faut en tenir compte. Il faut féliciter le président Patrice Talon d'avoir essayé courageusement de faire une réforme. Difficile, il faut le reconnaître. Parce que ce n'est pas, comme on appelle, dans le quotidien des Béninois de sortir pour aller voter sans prendre de l'argent. Vous ne pouvez même pas faire une manifestation, comme on appelle, de réclamation au Bénin. Vous êtes une association de consommateurs, par exemple, et vous constatez, par exemple, au hasard que les factures de la SBE sont salées, et vous demandez aux consommateurs de faire, comment on appelle, une marche, n'est-ce pas, de protestation pour amener la société béninoise d'énergie électrique à revoir les choses, mais les gens vous demandent doudou des mains. C'est-à-dire que vous devez financer et tout ça. Donc moi, je n'ai pas du tout d'inquiétude pour le 23 mai, parce que les données ne seraient pas les mêmes. Les données ne seraient pas les mêmes. Vous savez, si je prends le taux de participation, comme on appelle, aux élections dernières à Porte-Novo, d'accord, et que je compare, comme on appelle, à ce qui s'est passé lors du, comme on appelle, du meeting, n'est-ce pas, du président à Porte-Novo, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc ce qui va se passer le 23 mai, je ne sais pas où est-ce que la présence du serment aura lieu, peut-être au stade. Vous pensez que les soutiens du président de la République, les soutiens, comme on appelle, du duo élu là, ne sont pas suffisants pour remplir le stade? Vous pensez ça? Qui ont fait que certaines personnes ne sont pas sorties pour aller voter, soit par conviction, parce que il faut aussi être honnête pour reconnaître que parmi tous ceux qui ne sont pas allés voter, ce n'est pas seulement par peur, comme on appelle, de ce qui a été raconté, qui ne sont pas allés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui ont décidé d'exprimer leur mécontentement en n'allant pas voter. Mais il y a une grande majorité qui voulait aller le faire, mais qui n'a pas pu le faire. Vous avez vu, il y a des élus même qui ont été chassés de leur, comment on appelle, de leur localité. Vous pensez que si ces élus n'avaient pas été chassés, ils n'auraient pas voté pour le duo de candidats? Non. Donc le 23 mai sera une très, très grande fête. Parce que ce que les gens ne comprennent pas souvent chez nous ici, c'est que quel que soit ce que vous voulez faire, il faut que ça reçoive l'onction, la bénédiction du ciel. J'ai observé le président tout au long de sa campagne, tout au long de ses meetings, dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et il agit toujours si le ciel bénit nos intentions. Si le ciel bénit nos intentions, parce que après tout, il y a un être suprême. Donc si les gens dont vous pensez, à qui vous pensez là, ont eu des intentions qui n'ont pas été bénies par le ciel, il faut qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments pour créer au Bénin les conditions de dialogue. Parce que vous ne pouvez pas être armé et demander à un État sérieux de dialoguer avec vous. Vous ne pouvez pas aller recruter des mercenaires pour demander à un État sérieux de discuter avec vous. Donc, il faut que ces personnes-là se mettent à l'évidence de savoir que, ils ont des intentions. Ces intentions ne sont pas, comment on appelle, pour le bien de la communauté. Parce qu'ils ne défendent pas le peuple. Ils veulent avoir le pouvoir par tous les moyens. Ça n'a pas été béni par l'Éternel. Donc, ils reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils fassent les démarches qu'il faut pour que, ensemble au Bénin, nous puissions nous parler. Parce que ce pays n'appartient pas à un clan, n'appartient pas à un camp. Ça appartient à nous tous. Donc, nous avons besoin
de nous asseoir pour nous parler. Et ce n'est pas en étant armé contre l'armée républicaine que nous allons créer les conditions de ce dialogue-là. C'est ce que moi je souhaite, et je demande à ces personnes-là de savoir raison garder, de faire leur mea culpa, et puis je suis convaincu qu'ils seront reçus comme des enfants prodigues, pour que la République puisse se remettre, n'est-ce pas, la famille puisse se retrouver. Parce que comme on le dit souvent, viens encore de l'EDA. Viens encore de l'EDA. Il n'y a pas un dépotoir où on va jeter, n'est-ce pas, les mauvais enfants ou bien les... Non. Il faut que, franchement, on trouve les moyens pour nous revoir. Parce que nous avons besoin de ça. Et comme moi, le Bénin le dit souvent, nous avons besoin au Bénin d'un modèle démocratique dans lequel tout le monde doit se sentir utile. Car aujourd'hui, nous disons que nous sommes de la mouvance présidentielle, mais qui sait de demain? Donc on peut passer de l'autre côté, comme ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui étaient de la majorité. Et tout ce qui réclament aujourd'hui leur a été réclamé hier. Et ils ont dit non, ils ne vont pas le faire. Donc, trouvons ce modèle, tenons compte de nos réalités pour mettre en place un vivre ensemble qui nous permet de nous sentir à l'aise. Et c'est ce que je réclame, c'est ce que moi, le Bénin, souhaite pour notre pays. Quelle appréciation? Mais vous avez fait une élection. D'abord, les gens se focalisent sur le taux de participation. C'est vrai, c'est un grand indicateur. Mais on n'a pas un ordre constitutionnel qui donne beaucoup de valeur à ce taux de participation. Même si c'était seulement 5% béninois qui étaient sortis pour aller voter le 11 avril, l'élection aurait été validée. Donc si dans notre constitution on n'a pas fixé un seuil pour le taux de participation, je ne sais pas pourquoi on en parle, parce que ce n'est pas seulement au Bénin qu'on va aux élections et que les gens ne sortent pas. On voit ça en France, on voit ça aux États-Unis, on voit ça en Angleterre, on voit ça partout. Donc, encore que ici, nous sommes à 50 où les gens disent oui, bon, on a rectifié le taux, on a fait ceci. De toutes les façons, des Béninoises et des Béninois sont sortis pour aller voter. Et ça suffisait donc pour valider ces élections. Et j'avais dit il y a quelques jours que il ne faudrait pas que chaque fois que quelque chose impacte le personnel politique, qu'on prenne ça pour des choses. Les élections présidentielles de 2011, les élections les plus exclusives que notre pays ait connues, les plus exclusives. Et je pèse mes mots. Seulement que ceux qui ont été exclus massivement et très massivement en 2011, c'est pas le personnel politique, c'est le Béninois lambda. Où vous voyez à Cotonou, ou dans certaines régions non favorables au régime d'antan, on a lancé le processus, n'est-ce pas, comment on appelle, de cartographie censitaire et de recensement porte à porte dans la Lépi, là. On a lancé ce truc en plein hivernage. Au moment où même le lac là est sorti de son lit, où il était impossible de faire cette activité. On nous a dit à l'époque, bon voilà, on va continuer dans les autres régions et après on va revenir. On n'est jamais revenu. Si on fait le calcul de tous ceux qui ont été exclus dans ces élections-là, vous allez voir que ça va dans l'ordre de 30 à 40% des électeurs. Mais pourtant, il n'y a pas eu de cris. Ceux qui en ont été victimes n'ont pas pris les armes pour s'attaquer, comme on appelle, aux forces de défense et sécurité. On nous a proclamé un chaos même avant de commencer le décompte des voix. Et donc, ça n'a pas amené des gens à faire recours aux armes. Il y a eu des marches pacifiques, même réprimées à l'époque, avec l'arrestation des députés élus. Il ne faut pas que les Béninois oublient cette chose-là. Et quand on sait qu'on devait proclamer ce chaos-là, sans même ouvrir, comme on appelle, sans même commencer le décompte, on a déployé des chars partout, y compris devant le challenger principal du candidat élu
à l'époque. Et quelques années après, lorsque, comme on appelle, le torchon a commencé par brûler entre un des soutiens importants de ce président élu, et bien ce soutien important a dit que c'est lui qui a eu le courage, le premier, d'annoncer le chaos. De quel courage a-t-on besoin pour annoncer un chaos si ce chaos-là est vrai? Donc, des choses comme ça se sont passées. Mais les victimes n'ont pas eu l'idée, la mauvaise idée d'aller recruter des mercenaires, d'aller recruter des chasseurs pour s'attaquer aux forces de sécurité. Ils ont fait des manifestations normales, ils ont fait des manifestations dans les règles de l'art, dans un État démocratique, en faisant des manifestations publiques, pacifiques. Donc c'est ce que je recommande, et comme on appelle à notre peuple. Parce que lorsque vous avez mis en place des règles du jeu, il ne faut pas que les effets de ces règles du jeu-là vous fassent faire autre chose. Et c'est ce qui m'a amené, comme on appelle, il y a quelques semaines, ici, même dans ce studio, à déclarer que notre constitution était un poison lent. Parce que, vous voyez, et si vous regardez tout ce qui a été fait aujourd'hui comme réforme, est-ce que ça a été fait en dehors de l'ordre constitutionnel? Pour moi, la réponse est non. La réponse est oui, ça a été fait conformément à l'ordre constitutionnel. Si on est contre la Constitution, c'est autre chose. Il faut travailler à ce que cette Constitution soit changée. Mais on ne peut pas être en train de défendre cette Constitution et en même temps en train de dénoncer les effets de l'application de cette Constitution. Nous avons eu, je vais peut-être parler du processus qui a conduit, comme on appelle, aux élections de 2021. Ce processus, il a commencé par comme on appelle, la 7e législature. Et le nouveau code électoral sont des lois qui ont été votées par la 7e législature. On peut être d'accord, on peut être contre, c'est pas l'essentiel. Pour moi, c'est pas l'essentiel. Vous êtes d'accord, vous êtes contre, vous pouvez vous exprimer. Mais dire que c'est pas conforme à l'ordre constitutionnel, c'est là où moi j'arrive pas à faire. Parce que la charte des partis politiques a été votée par une assemblée, 7e législature, une assemblée presque équilibrée. Parce que vous savez qu'au sorti des élections législatives de 2015, la FCBE était sortie avec 41 députés. Et les autres forces opposées ou adversaires au FCBE avaient 42. Je peux même dire que c'est le contraire. Parce qu'il y avait 42 et 41 et il y avait, comment on appelle, le vote, comment on appelle, surprise de l'ancien ministre du plan, paix à son âme, Marcel de Souza, qui a voté pour Adrien Ngouedji pour faire basculer. Donc je peux dire que la FCB était sortie avec 42 députés. Arrive à sortir des lois. Le parti politique le moins qualifié pour dénoncer ces lois publiquement, ce sont les FCBE. Et le président Bouriboni a eu en tête. Parce que c'est l'Assemblée dans laquelle il a la majorité qui a pris la charte des partis politiques, qui a pris, n'est-ce pas, le nouveau code électoral, qui parle de la charte qui revoit, comme on appelle, les conditions de création des partis, en passant de 10 par département à 15, je crois, par commune, et le code électoral qui a mis la notion des 10%. C'est vrai, on me rétorquera que les gens ne sont pas restés FCBE, qu'ils ont quitté leur parti ou pour aller ailleurs. Mais ça, c'est la faute à qui a fait le casting, qui a choisi d'aligner des gens qui ne sont plus. J'ai dit hier dans mon propos au discours, j'ai rappelé la définition de Georges Trudeau par rapport à la formation politique, pour dire que c'est un groupement d'individus ou de personnes qui partagent
les mêmes points de vue et qui s'efforcent à les faire prévaloir. Donc si vous arrivez à créer un parti politique et vous y mettez des gens qui ne partagent pas les mêmes points de vue, vous assumez. Vous assumez, ne dites pas oui, on a acheté, non. Donc, le parti politique qu'on peut, qu'on peut responsabiliser par rapport à ces lois-là, si elles sont, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est FCBE. Parce que c'est à FCBE que le peuple béninois souverain a donné la majorité des députés en 2015-42. Il suffit que FCBE de l'époque soit un véritable parti fait de personnes partageant les mêmes vues politiques, que si ces lois sont mauvaises, que nous ne les ayons pas, et que si elles sont bonnes, que nous les ayons comme nous les avons eu aujourd'hui, mais pas avec la dénonciation des FCBE. Donc je parle du code électoral et de la charte des partis. Et c'est ce code électoral qui a mis en place la 8e législature. C'est en application de ces lois-là, prises par les députés qui sont majoritairement FCBE, oui, j'insiste là-dessus, ces lois qui ont permis d'avoir la 8e législature. La 8e législature qui a révisé la Constitution. Donc si on doit faire un raisonnement récurrent, on doit démontrer que tout ce que nous avons aujourd'hui, qu'il soit bon ou mauvais, est le fait du président Boni-Yayi à travers les députés législatifs. Donc, comme Don Métoc le dit, mais nous flommions, nous les romions. Il faut pas faire ça. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi, jusque-là, vous ne faites pas des débats contradictoires pour permettre que ceux qui pensent autre chose, qui viennent, pour qu'on se croise les arguments, parce que le peuple, il est arbitre. L'activité politique, la politique, pour moi, c'est un jeu, c'est une compétition. Et l'arbitre, c'est le peuple. Donc nous allons tous dans le marché du peuple pour vendre nos idées, pour vendre nos comportements, pour amener ce peuple à se pencher de notre côté. Lorsque les gens parlent d'élections exclusives, où est l'élection exclusive? Lorsque les gens disent oui, voilà, il faut appliquer forcément les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais en disant ça, ils oublient que ces décisions-là disent que les lois dont je parle là sont des lois à abroger. Mais ils passent derrière pour aller se conformer à la nouvelle charte des partis. Lorsque vous prenez les démocrates, est-ce que c'est cohérent de dire que nous exigeons qu'on applique les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Est-ce que c'est cohérent qu'ils disent que nous sommes contre la nouvelle charte des partis, nous sommes contre le nouveau code électoral? Et c'est normal, tout en disant ça, d'aller se conformer à ces lois-là? C'est de l'incohérence. Il faut quand même être lisible face au peuple. Est-ce qu'en même temps qu'on dit oui, nous sommes contre le parrainage, nous sommes contre ceci, nous sommes contre cela, nous sommes contre la nouvelle constitution, nous demandons le retour, n'est-ce pas, à la constitution du 11 décembre 90, est-ce que c'est cohérent d'être en train de dire ça et quand même d'aller déposer des dossiers pour des élections qui auront lieu le 11 avril 2021, quelques jours après la fin du mandat du président Patrice Talon, d'aller déposer des dossiers en duo, sachant que la Constitution dont on réclame l'application ne parle pas de duo, n'est-ce pas, de candidats. Est-ce que c'est cohérent de venir démontrer qu'on a recherché des parrains et qu'on n'a pas eu alors qu'on est contre la nouvelle Constitution? Non, non et non. Moi je pense que le fait que la Sénat ait enregistré 20 candidats à la fermeture, sinon au terme du délai limite pour les candidatures, montre que tout le monde était d'accord pour que ces réformes soient appliquées. J'ai entendu le président lui aller sur le terrain du président Patrice Talon pour aller le battre, en justifiant donc sa candidature aux élections de 2021, il disait que lui, il a voulu aller jouer sur le terrain. Alors, s'il va jouer sur le terrain, n'est-ce pas, du président Patrice Talon, donc jouer alors sur l'application des nouvelles lois, donc jouer contre
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Lorsque vous décidez de faire ça, vous assumez. Vous n'attendez pas que la Sénat recale votre dossier de candidature pour défaut de parrainage, pour revenir encore commencer par dire vous quittez le terrain de, comment on appelle, de Patrice Talon, pour venir dire non. Je pense que problème, parce que moi je rêve, n'est-ce pas, d'un échiquier politique fait d'une majorité présidentielle bien formée et d'une opposition costaud. Parce que tout pouvoir a besoin d'une opposition. Parce que moi je dis toujours que quand on a les yeux dans le guidon, il faut une opposition. Oui, pour tempêter, pour dire oui, je suis, mais suivant les règles là. Et ça va vous permettre de faire chose. Mais vous voyez une opposition, et c'est pas seulement maintenant, hein, une opposition ou des partis politiques qui ne rentrent dans leur fonction, parce que c'est l'activité que, comment on appelle, les partis politiques ne rentrent dans cette activité que avant les élections. Juste au lendemain des élections, on travaille un peu, et après on ferme les choses, on attend après. Vous allez voir que les réformes qui ont eu lieu sur les 5 ans là, il y en a très peu qui ont impacté le personnel politique. On a pris des lois assez difficiles pour que le bas peuple, l'interdiction du droit de grève, dans la limitation du nombre de grèves, de choses là, comment on appelle, beaucoup de la loi d'embauche, ceci, tout ça pour, comment on appelle, pour libérer l'énergie donc des investisseurs dans le pays. Mais ce ne sont pas des lois qui sont favorables au peuple lambda. Mais est-ce que vous avez vu un seul instant les acteurs politiques se battre pour dire non, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, et aller recourir à des mercenaires pour ça? Non, pas du tout. Ils ne réagissent pas. Parce que leur problème, ce n'est pas le peuple. Leur problème, c'est eux-mêmes. Pour une seule fois que la loi dit oui, voilà, il faut faire un peu différemment qu'avant, et que ça impacte le personnel politique, eh bien on dit non, ben non, on ne va pas faire ça. Et puis on est prêt à tout, y compris déstabiliser le pays pour pouvoir faire chose là. Moi j'aurais aimé une classe politique aux côtés du peuple à tout moment, pour dire ah oui, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, et rester résolument à côté du peuple. Nous ne voyons pas ça. Le peuple n'a qu'à ouvrir les oreilles, n'a qu'à ouvrir les yeux, tendre les oreilles pour suivre ce qui se passe. De toutes les façons, moi, le Bénin est là pour contribuer, comme nous avons dit, à l'amélioration progressive de l'échiquier politique béninois. Vous allez voir que nous allons animer vraiment la vie politique nationale. On ne va pas attendre les élections prochaines pour le faire. Et les signaux ont été donnés déjà hier à Toribosito, où, bon, nous avons fait ce que nous avons fait et nous sommes là dans un processus dynamique pour rester aux côtés du peuple, faire la politique autrement dans le pays et faire en sorte que la politique ne soit pas vraiment faite pour bavarder, insulter les aînés, insulter ceci, non. Très long, on voit que c'est un sujet qui vous tenait vraiment à cœur et vous avez développé en profondeur. Justement, comme on parle du peuple, le peuple béninois, voilà, avec ces élections, le 23 mai prochain, on sait que le président et sa vice-présidente vont prêter serment. Qu'est-ce que le peuple béninois doit attendre des 5 prochaines années et quels sont les... Que le président, quand il fait des promesses, il les tient. Il a bien dit que les 5 ans qui sont passés ont été difficiles pour la poche des Béninois. Exactement. Ont été difficiles pour le panier de la ménagère. Et arrive pour corriger tout cela. Corriger, pas pour dire que ce qui a été fait sur les 5 dernières années était mauvais, mais c'était utile. Mettre en place des infrastructures de base. Avant, parce que lorsque vous voulez consommer, par exemple, du maïs, d'accord, c'est pas le premier jour où vous avez cette envie-là que vous trouvez le maïs. Il faut semer ce maïs-là. Et pour semer, il faut faire les planches. Il
il faut faire le labour. Donc il faut, même si vous n'aviez pas, vous avez déjà faim un peu, vous êtes obligé de prendre votre courage à main et de faire encore d'efforts pour labourer la terre, pour semer les graines, et ensuite pour entretenir, arroser pendant des temps, avant d'avoir le maïs. Le président a dit que sur les 5 ans de 2016 à 2021, vous savez, vous tous, dans quel état le pays était. On ne pouvait pas passer à l'étape supérieure sans régler l'infrastructure de base, les routes. Vous produisez dans votre champ. Si vous n'avez pas de route pour évacuer, vous produisez, vous allez consommer le reste, ça va se... Vous n'allez pas vous enrichir de votre travail. Si vous n'avez pas de marché pour aller vendre ces choses-là, vous ne pouvez pas. Si vous voulez transformer votre production et que vous n'avez pas d'électricité et que vous devez fonctionner au gasoil et autres, vous ne pouvez pas vous enrichir. Si vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'internet, vous ne pouvez pas communiquer. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc, les 5 ans, c'est ça. Aujourd'hui, c'est fait. Ou c'est presque fait. 7 Béninois sur 10 ont accès à l'eau potable. Presque la même chose au niveau de l'électricité. Juste en 2023, c'est fini. Nous aurons 10 Béninois sur 10 auront accès à ces différentes choses-là. Nous avons de l'énergie aujourd'hui qui ne satisfait pas totalement à nos besoins, mais en 2023, on en aura pour tout le monde et on aura même un surplus pour vendre aux pays qui sont à côté. Mais ça veut dire que nous sommes maintenant prêts à engager, n'est-ce pas, comment on appelle la transformation économique. Le partenariat économique qui est la vision et développement du Parti Moed Bénin, qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Donc si on fait ça, quel est le résultat qu'on doit avoir? Pour produire ce que nous consommons, c'est qu'on va mettre la jeunesse au travail. On va sortir la jeunesse contre 50 000 francs par mois qui ne leur permet même pas de vivre. On va les sortir pour aller les occuper. Si on les occupe comme ça dans les unités comment on appelle, de transformation et autres là, et que quelqu'un y gagne peut-être 300 000 ou un peu plus par mois, si quelqu'un leur dit viens prendre 30 000 francs pour insulter ton père, ils vont refuser. Donc le premier résultat de cette politique, c'est d'abord l'occupation des jeunes. Mais le président est conscient que notre jeunesse n'est pas encore prête à assumer ses responsabilités. Parce que nous n'avons pas la jeunesse formée au métier. Il a dit que pendant les 5 ans, il va construire des universités techniques pour faire en sorte que nous puissions avoir de la main-d'œuvre qualifiée, des ressources qualifiées au Bénin, utiliser ces ressources-là pour nos propres besoins, mais en importer. Comment on dit, importer ou exporter, je ne sais pas. C'est-à-dire envoyer ça, comment on appelle, pour exporter. Aller trouver. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous réglons nos problèmes en faisant recours à la main-d'œuvre d'ailleurs, dont nous prenons nos moyens, alors que nos compatriotes n'ont pas de travail. Mais on va régler avec ces moyens-là les problèmes sociaux, les problèmes d'emploi. Le président a dit qu'il ne va pas faire ça. Qu'il va former les gens, les mettre au travail. D'accord? Et ensuite, quand on va commencer ce processus de transformation, ça n'aura pas que pour effet de mettre notre jeunesse au travail. Ça aura également un autre effet d'enrichir notre pays. Parce que ça c'est à quoi? De rester au soleil, sous la pluie, de produire le coton et d'être le premier producteur du coton en Afrique et d'exporter ça. Mais si aujourd'hui on transforme intégralement ce coton au Bénin ici, est-ce que vous imaginez combien de milliers d'emplois on peut créer et comment on peut agir sur la richesse du pays? Et si le Bénin est riche, le Bénin aura moins besoin de financement extérieur. Le Bénin pourra autofinancer son développement, même s'il n'arrive pas à le faire à 100%, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui pourra, sans recourir, n'est-ce pas, à d'autres,
financer complètement son développement. Mais on va commencer déjà par financer l'essentiel de nos besoins. Qui pouvait penser que le Bénin allait financer intégralement les élections présidentielles? C'était pas possible avant. Quand vous avez parlé du changement par rapport au calcul du taux du nombre d'inscrits, vous n'avez pas parlé de cela. Ça aussi, c'est une innovation du Bénin par rapport à ce qui se passait avant, où on a dit, bon, les élections, c'est quand même la souveraineté, on prend nos moyens à 100% pour le faire. Donc, la jeunesse béninoise a déjà pris le candidat Parti Talon au mot. Parce qu'il a dit, urbi et orbi, que ce mandat est celui de la jeunesse. Et nous sommes convaincus que quand il dit, il le fait. Rendez-vous donc en 2026 pour voir ce qui va se passer. Moi, en tant que proche collaborateur du président Talon, le vivant presque au quotidien, je sais son niveau d'engagement pour la transformation de ce pays. Et je n'ai pas de doute que ce qu'il a promis de faire, qu'il le fera. Et que, comme il a dit à Abomey, et les gens ont, comment on appelle, pour des intérêts, parce que bon, on veut forcément semer le trouble au pays, plus personne n'oubliera qu'un certain Parti Talon a dirigé le Bénin de 2016 à 2026. Parce que les impacts seront là, visibles, pérennes, et vous allez voir. Parce que quand il touche à quelque chose, il veut que cette chose-là soit de l'or. J'ai eu de voir nos infrastructures. Moi, je suis très fier d'être directeur général des infrastructures. Que ce soit sous moi, qu'on ait toutes ces belles réalisations dans le pays. Mais c'est pas, je ne veux pas dire que c'est de mon fait. Hein. Il y a des fois, je suis engueulé moi-même par rapport donc à des, comment on appelle, des visions peut-être minimalistes. Je ne vais pas donner des exemples, mais quand je dis certaines choses, le président, il pique une colère par rapport au niveau d'aménagement de ce que j'ai aujourd'hui comme responsabilité. Je crois qu'il est trop haut regardant et il est très difficile de le prendre à défaut sur un sujet. Et je pense que c'est une chance pour notre pays d'avoir quelqu'un de comme ça, même si il demeure un homme et qu'il n'y a pas d'homme parfait dans le monde. Il a ses défauts, mais je pense que nous avons le devoir de le soutenir. Parce que le pouvoir là est d'inspiration divine. Quel que soit ce que vous faites là. Si vous n'avez pas la bénédiction du ciel, vous n'accédez pas. Vous n'y accédez pas. Il y a des gens qui cherchent le pouvoir toute leur vie et ne l'ont jamais. Mais il y a des gens qui disent, ah non, jamais, on ne voulait pas. Et puis, c'est eux qui sont là. Donc, pour avoir la chance, un jour, d'accéder au pouvoir, il ne faut pas vraiment avoir des attitudes à chercher à détruire ce que le ciel a construit. Et ça, je le dis de, comment on appelle, de cœur et de conviction. Nous avons animé une opposition dans ce pays. On n'a jamais eu l'idée de casser. Et quand il y a un mouvement de protestation, nous avions toujours une brigade pour mettre hors d'état de nuire ceux qui vont venir semer le trouble. Parce que lorsqu'il y a trouble, on s'en prend aux organisateurs. C'est vous qui avez écrit pour dire, bon, pour donner l'information sur laquelle vous voulez faire une manifestation pacifique. Et donc, si ceux que nous avons en face étaient des gens formés, ils auraient, même si on suppose que ce n'est pas eux qui ont commandité directement ce qui se passe, ils auraient mis en place des brigades
pour empêcher cela. Et à défaut d'avoir pu le faire, dénoncer, pour dire, nous n'avons jamais demandé d'aller casser le poste de péage de Sirao, nous n'avons jamais demandé de faire des barrages, nous n'avons jamais demandé d'utiliser des armes de guerre contre. Mais jusque-là, moi, je n'ai jamais entendu ça. Les gens sont toujours en train de dire, oui, le gouvernement a réprimé les manifestations pacifiques. Dans quel pays du monde vous allez voir que des manifestants dressent des armes contre l'armée et l'armée va se taire? Moi, je voyage un peu, hein, et je sais ce qui se passe à l'extérieur. Et je vois, vous allez aux États-Unis ou, c'est pas en France, et lorsque vous voyez des militaires en faction ou même dans des gares ou aéroports, ils ont leurs armes et ils ont leurs mains sur leurs doigts sur la gâchette. Ça veut dire qu'à moindre provocation, ils vont réagir. Mais vous venez, vous êtes ici au Bénin, vous tirez comment on appelle, sur l'armée républicaine. Et vous ne voulez pas que les gens réagissent. Et une opposition dit, oui, que l'armée a réprimé une manifestation pacifique. Donc non seulement ils n'ont pas pu s'organiser dans leur manifestation pour mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles, mais pire, en tout cas peut-être que j'ai été étourdi, ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas encore noté une réaction, n'est-ce pas, d'une chapelle politique de l'opposition, dénoncer ce qui, comment on appelle, ce qui s'est passé à Banté, à Savé, à Tchaourou, à Parakou et autres. C'est pas bien pour la République. Et quand on fait ça, on suppose que, bon, ça avait marché. Et que ce qu'ils avaient prévu avait eu la bénédiction du ciel. Et qu'ils avaient réussi à renverser, comme on appelle, le régime. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils vont commencer par capturer, comme on appelle, les gens. Puis j'ai entendu un ancien président dire partout que lui, il va capturer le président Patrice Talon. Ça veut dire que si la rébellion avait eu de succès, ils vont arrêter des gens. Mais pourquoi quand ils ont échoué là? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on les arrête? Lorsque le président Kérékou avait réussi son coup d'État, le 26 octobre 72, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté Manga et autres là, il les a tous arrêtés. Et quand un journaliste français lui a demandé qu'est-ce qu'il reprochait à ces personnes-là, il leur reproche rien, soit conséquent. Moi, je ne suis pas adepte des arrestations et autres, mais lorsque vous prenez des risques, eh bien, il faut être prêt à supporter, n'est-ce pas, les conséquences. Surtout que ceux qui sont arrêtés, et ils ont des camarades qui sont derrière et qui disent des choses qui sont de nature à corroborer les soupçons sur la base desquels ces personnes-là sont arrêtées. Moi, je ne suis pas de la filière judiciaire. Je souhaite simplement que la justice fasse convenablement son travail pour que si les gens sont effectivement innocents, qu'ils soient condamnés, mais, pardon, s'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés, et qu'ils sont innocents, qu'on soit équitable, possible. D'accord? Mais, quand vous êtes dehors, vous devez travailler à donner des éléments à la justice pour aller du côté, dans le sens, n'est-ce pas, de l'innocence. Vous êtes en contact avec les chasseurs et que vous constatez que, bon, vraiment, ils n'ont plus de moyens et vous lancez une souscription pour aller les financer, sachant qu'ils sont en train donc d'en découdre avec l'armée républicaine, vous mettez vos camarades en prison, en difficulté. Et ça, c'est encore grave. Voilà, M. Ayadji, le temps, nous tirons peu à peu vers la fin de cette émission. Voilà, dont le thème est le processus électoral de 2021. Quel bilan? Donc, en bref, que retenir de votre participation à cette émission aujourd'hui? À l'émission ou bien? À l'émission et au thème. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si j'ai assuré. Eh bien, écoutez... Voilà, donc quel résumé pour peut-être ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, qui prennent l'émission en cours, quel résumé en bref? Votre dernier mot?
Bon, vous savez, moi je suis un indiscipliné, donc je suis un subversif. Donc si quelqu'un n'était pas là, comme on l'appelle au début de l'émission, je sais que c'est une émission qui est rediffusée le soir. Ils peuvent suivre, parce que si je fais le résumé pour eux, et ceux qui ne seront pas là le soir, ni maintenant et ni le soir, quand est-ce que... Donc en fait, le débat a eu lieu. Je pense que nous avons... venons de passer un processus électoral qui n'est pas parfait, il faut le reconnaître, mais qui est quand même validé. Parce que ce que nous avons obtenu, les déviances, les ratés que nous avons eus ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité et la transparence du scrutin. Et ce n'est pas seulement les institutions du Bénin qui ont dit ça, il y a les observateurs qui l'ont dit, il y a, comme on appelle, les chancelleries également, et qui ont reconnu cela. Donc, la période électorale est terminée. Nous avons un candidat qui est élu, à qui nous allons confier les destinées du pays pour 5 ans. Moi, je recommande également qu'on le soutienne pour qu'il réussisse. Parce que quand il va réussir, c'est pour l'ensemble des Béninois. Et quand il va échouer également, ce serait pour l'ensemble des Béninois. Donc, quel Béninois n'a pas intérêt à ce que les choses se passent mieux, se passent bien dans le pays? Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, il faut qu'à l'unisson, nous puissions accompagner le chef de l'État de nos prières, de nos forces, de notre détermination, afin qu'il puisse réussir. Parce que je ne sais pas, tout ce qui se passe là, est-ce que c'est le soir, en rentrant à la maison, le président, l'eau, l'assainissement et tout, est-ce que, bon, quand il veut sortir de la maison, il sort avec, et quand il veut rentrer le soir, il les ramasse? Non, il fait ça pour nous tous. Donc nous avons intérêt à l'accompagner. Et ce modèle démocratique dont nous rêvons là, un jour ça va venir. Parce que nous ne sommes pas à un niveau démocratique... malheureusement l'émission est finie, sinon si j'ouvre encore cette parenthèse maintenant ça va, parce que moi je n'ai pas l'impression que le Bénin soit un pays démocratique. Je n'ai pas l'impression, parce que lorsque les gens, le peuple béninois ne comprend même pas la valeur et le sens du vote qu'il fait, et il lui faut 500 francs ou 1000 francs ou 2000 pour aller voter, moi je me demande si le suffrage universel direct est adapté pour notre pays. La réponse pour moi, elle est non. Si les États-Unis, malgré leur ancienneté, en démocratie, ne permettent pas encore au peuple qu'on appelle américain de choisir directement le président américain, je pense que ce que nous faisons au Bénin, il faut qu'on se rasseye pour voir à qui on peut donner le pouvoir de choisir le président de la République. Vous savez que, quel que soit le vote populaire qu'il y a, comme on appelle aux États-Unis, que d'abord, dans une première délibération, c'est d'abord le nombre de grands électeurs qui permet d'élire le président. Si les États-Unis avaient été le Bénin, Hillary Clinton aurait été présidente, comment on appelle, en 2000, combien déjà? Nous sommes en 2021, en 2017. Et je sais également, deuxième filtre, il est déjà arrivé qu'un candidat américain remporte le plus grand nombre de grands électeurs et pourtant au finish n'est pas élu parce que la dernière décision revient aux grands électeurs. Et ça, c'est aux États-Unis, ça. Il faut qu'on réfléchisse pour voir. Lorsque les gens disent président, il attend à main. Si dans ces conditions-là, il faut continuer par dire des choses comme ça, je pense qu'on a besoin de nous asseoir, voir notre pays, quelles sont nos réalités socio-anthropologiques pour voir si, effectivement, ce que nous faisons et que nous appelons démocratie, là, est-ce que c'est vraiment la démocratie? Vous savez, nous sommes au Bénin, je vais vous jeter, comment on appelle, une pierre dans votre marigot. Vous savez, on a dit que la presse est le quatrième pouvoir. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. On est fiers de cela. Mais nous n'avons pas une presse qui donne de l'information
dans notre pays. Nous sommes pratiquement dans la communication. Si je sors d'ici maintenant, c'est sûr que je vais voir des journalistes dehors là maintenant. On va dire, ah, président, il y a une communication. C'est des choses qui me révoltent, moi. Je suis venu ici, j'ai donné mon impression. Moi, je souhaitais que des journalistes disent vraiment ce qu'ils pensent. S'il a été bon, qu'on le dise. S'il a été mauvais, qu'on le dise. Il ne faut pas que l'argent soit réponse à tout. Je suis là, on peut donner l'argent à quelqu'un pour dire, bon, quel que soit ce que j'ai été sur le plateau, on va dire, ah, bataille ratée, il n'a rien dit, ceci, bon, on prend l'argent, on dit ça. Quelqu'un d'autre, je peux être mauvais. Je vais sortir, bon, je vais glisser quelqu'un là, la meilleure émission du net, le couteau même, là où ça fait mal, pour dire qu'il y a trop. La presse que nous avons au Bénin ne permet pas aux acteurs politiques de s'assagir, d'avoir du respect pour le peuple. Parce que vous savez que quel que soit ce que vous faites, si vous avez l'argent, les gens peuvent vous peindre d'une certaine manière. Dire vous êtes mauvais, on va dire que vous êtes bon. D'accord? Vous êtes bon, vous n'avez pas l'argent. Si quelqu'un qui a de l'argent a intérêt à ce qu'on dise que vous êtes mauvais, il va financer pour cela. Et ça, c'est pas la démocratie. Il faut que les idées triomphent dans notre pays. Les idées triomphent dans notre pays. Moi, je rêve encore du Parlement que nous avons eu en 91. Je rêve de ce Parlement-là, de cette députée que nous avons eue, qui était vraiment la crème de notre pays. Est-ce que nous aurons encore un jour cela, avec la sacralisation de l'argent dans le pays? Est-ce que Merci. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Mesdames et messieurs, de cet entretien autour du thème le processus électoral 2021, quel bilan? Avec Jacques Ayadji, il est le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Merci de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission Ma part de vérité sur Gulf TV Africa.